Mardi, nous sommes le 9 juin 2020. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité légendaire à notre programme de ce soir. Nous allons parler une fois encore coronavirus. L'invité sur le plateau, Dr Nipé Lacté Adassou. Elle est bien sûr médecin généraliste, directrice du district sanitaire numéro 4. Nous sommes bien sûr à Lomé-Commune. Bonsoir docteur et merci d'être là. Bonsoir monsieur. J'espère que vous passez bien ce temps de crise sanitaire parfaitement dans votre district. Ah, on se défend. Parfait. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème coronavirus. La situation s'aggrave dans le monde selon l'OMS. C'est l'OMS, le patron de l'OMS qui, face à certains rebondissements, c'est là, en Amérique du Sud et dans d'autres pays à travers le monde, a fait cette déclaration. En ce sens, que peut-on retenir de cette déclaration-là? Je crois que l'OMS, en voyant toutes les manifestations qui sont faites au niveau mondial face au décès de George Floyd, s'inquiète du rebondissement que cela peut avoir sur le nombre de victimes, le nombre de contaminations au niveau du coronavirus. C'est-à-dire que vu cette foule qui sort et que les gens il n'y a plus de respect de distanciation sociale, donc elle s'inquiète pour l'avenir. Elle se dit que la situation peut virer à la catastrophe à tout moment. Mais si on regarde les chiffres, on se rend compte qu'il y a quand même une amélioration. Il y a des cas au niveau européen, les cas au niveau européen ont chuté. Au niveau africain, les cas ne montent pas comme l'OMS l'avait prédit. Donc, au fait, elle s'inquiète de l'avenir, vu toutes ces manifestations qui sont faites. Alors, justement, parlant de ces manifestations à travers le monde entier, face à ce drame-là qui était survenu aux États-Unis d'Amérique suite à l'assassinat du noir américain George Floyd, on peut dire ça peut vraiment amener à ça, parce qu'on a vu d'autres situations à travers le monde quand l'OMS déclarait l'Afrique n'a qu'à se réveiller et se préparer au pire. Et heureusement que le pire est passé à côté. Oui. Est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que c'est une déclaration de plus qui n'a vraiment pas son sens? Bon, la déclaration de l'OMS, c'est juste pour mettre les gens en garde. Parce que vu le fait que tout le monde est sorti spontanément pour manifester, il y a quand même une inquiétude. Vu que vers les États-Unis, les cas ont augmenté plus qu'en Afrique, peut-être que le climat au niveau de l'Afrique a été bénéfique. On n'a pas, les prévisions de l'OMS n'ont pas eu lieu. Donc, mais si de l'autre côté, il y a eu ces cas innombrables et que maintenant, normalement, ils sont en confinement, mais les gens sont sortis pour encore être ensemble, manifester, il peut avoir encore un rebondissement au niveau des chiffres. Du côté de l'autre côté de l'Atlantique. Quand on essaie de voir un peu les chiffres en ces derniers temps, à travers l'Europe, l'Amérique, globalement à travers le monde entier, est-ce qu'on n'est pas tenté de dire que le mythe coronavirus est finalement tombé et qu'on ne peut plus vraiment avoir trop de peur comme si c'était au début? Nous étions en janvier de l'autre côté de la Chine, en février timidement en Europe et en mars en Afrique. Vous savez, lorsqu'on regarde de près, il y a d'autres maladies qui amènent aussi une grande mortalité, comme pour le coronavirus. Seulement, c'est que ce virus-ci,
c'est nouveau. 2, la contamination est très haute. Il y a une très haute contagiosité. Et il y a le fait aussi qu'il y a eu des morts le nombre de morts a augmenté d'une façon exponentielle. Et tout le monde a paniqué devant des chiffres alarmants de décès. Donc maintenant, au fur et à mesure que cette pandémie évolue, les gens commencent à être habitués, surtout que maintenant, on sait que si vous respectez les mesures de distanciation sociale, la contamination diminue. Donc, on peut dire en quelque sorte, entre guillemets, que le mythe n'est plus comme avant. Donc, les gens commencent par, comme vous l'avez dit, les gens commencent par s'habituer à cette il y a une expression qui est nouvellement à la une aujourd'hui. Il faut qu'on apprenne à vivre avec la maladie. Et justement, on peut dire que les gens sont tentés de vivre maintenant avec la maladie au vu de tout ce qui se passe à travers le monde entier, spécialement à travers cette manifestation qui traîne, qui passe de pays en pays. On a vu tout récemment au Ghana, en Afrique du Sud également. Les gens ont manifesté également pour cette même cause de la mort, bien sûr, du noir américain George, qui fait la une de l'actualité depuis un certain temps. Oui, vous savez, tant qu'on n'aura pas un traitement spécifique du virus, du coronavirus, nous sommes obligés de vivre avec la maladie. Et pour pouvoir vivre avec la maladie sans mourir, il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Donc, malheureusement, avec ces manifestations, il y a toujours une proximité entre les manifestants qui fait craindre une remontée du nombre de contaminés. Donc, je crois que c'est pour cela que l'OMS s'inquiète. Et il veut déjà donner un signe d'alerte pour dire aux gens de revoir un peu ces manifestations. C'est vrai, il faut manifester, mais revoir, respecter quelques normes, quelques distances pour permettre pour essayer de casser la chaîne de transmission. Donc, c'est ça. Mais cela n'est pas possible. Ce n'est pas possible en ce temps. On a écouté les manifestants à travers le monde entier que nous préférons mourir de coronavirus que, bien sûr, de cette discrimination vis-à-vis des Noirs. C'est ce qui se dit aujourd'hui à travers le monde entier au vu de ce qui s'est passé. Maintenant, dans la foulée, on a vu depuis l'avènement de cette maladie dans le monde aujourd'hui que l'OMS va de déclaration en déclaration. Est-ce qu'on peut avoir une raison de croire ce qu'elle vient de dire? Enfin, le patron de l'OMS vient de dire. Je crois qu'on d'une façon scientifique, quand vous essayez d'analyser surtout. Oui, mais si on veut se fier au mode de contamination de ce virus, ces manifestations, la façon dont les gens sont sortis en masse, fait craindre une hausse de la contamination. C'est vrai qu'à ces moments, les chiffres ont tendance à baisser, mais vu toutes ces manifestations, on se demande si dans les prochains jours, puisqu'il y a quand même une période d'incubation de ce virus, est-ce que dans les prochains jours, il y aura pas une remontée, une hausse des chiffres? Donc, c'est ça qui fait sonner, c'est ça que l'OMS essaie de dire en faisant sonner l'alarme, si je peux le dire comme cela. Donc, on est bien obligé, si on se fie au mode de contamination, de croire à ce que l'OMS dit. C'est vrai que l'OMS même a été surpris par le déroulement de cette maladie. On ne s'entendait pas du tout à ce qu'il y ait autant de morts, à ce que cela dure autant. On se disait que ça n'allait pas durer, puisqu'il y a eu des épidémies à coronavirus qui n'ont pas eu cette portée internationale, cette portée mondiale. Donc, cette fois-ci, tout le monde a été surpris par les chiffres. Donc, alors, il y a une question qui revient très souvent. Le réel rôle, bien sûr, de l'OMS en cette crise sanitaire de Covid-19, c'est lequel? Qu'est-ce que l'OMS a fait de façon concrète? L'OMS a donné on n'a que des déclarations, oui. Ça et là. On a dit le représentant ou la représentante au pays de l'OMS dans tel pays assisté à telle réunion de crise, a fait ci. Et bon, c'est l'essentiel.
Mais les gens demandent toujours qu'est-ce que l'OMS a fait de concret. Vous savez, À part de dire qu'on a qu'à se préparer au pire, enfin alerter sur l'utilisation de la chloroquine et faire encore un comeback, on revient encore sur ce qui a été dit et on voit ce qui se passe. On a comme impression que il y a de petits couacs. Bon, de petits couacs. Cela est dû à l'aspect particulier de ce nouveau virus. Mais il y a des directives nationales que chaque pays a adoptées, mais en se basant sur les directives données par l'OMS. L'OMS donne quand même, disons, il trace le chemin. Et à chaque pays, comme chaque pays est autonome, disons indépendant, il essaye de suivre ces directives, mais selon ce que il a choisi, c'est-à-dire chaque pays a choisi. Donc, il y a des directives nationales que nous suivons, mais qui ont une base, un fondement donné par l'OMS. Pour le dire vraiment un peu terre à terre comme cela. Donc, il y a des études qui sont aussi menées. L'OMS encourage les études, il encourage les gens à chercher pour que nous puissions sortir de cette pandémie. Donc, il y a quand même, malgré que les gens pensent que l'OMS ne joue aucun rôle. Il y a cette question qui revient très souvent sur la plateforme. Il y a plusieurs questions qui m'ont dit, mais monsieur le journaliste, demandez à vos invités qu'est-ce que l'OMS a pu faire de concret. On a vu avec d'autres pandémies à travers le monde entier. Il y a eu entre-temps en Afrique la choléra et autres. On a vu également Ebola en Afrique, ainsi de suite, en Afrique de l'Ouest et maintenant dans la RD Congo. On a vu d'autres maladies à travers le monde entier. On a vu cette réaction d'une façon beaucoup plus prompte de cette organisation mondiale de la santé. Mais pour le cas de coronavirus, une maladie qui a surpris tout le monde entier, mais on se dit, mais quand on dit l'OMS, c'est quand même l'OMS, hein? Oui, vous savez, le pays, là où l'infection a commencé, doit donner les bons chiffres, les vrais chiffres. Et à partir de cela, l'OMS peut peut-être prévoir les réactions au niveau de ce qu'il faut faire. Mais je crois que personne n'a su. Même quand vous lisez, vous vous rendez compte que même au niveau du pays lui-même, le pays a été surpris aussi. Donc, là où l'infection a commencé, les gens cachaient un peu le développement du nombre, c'est-à-dire la hausse exponentielle des nombres de contaminés, jusqu'à ce que le gouvernement même, puisque c'est des région par région, le gouvernement central se rende compte que c'était vraiment déjà catastrophique. Donc, jusqu'à ce que l'OMS même ne se rende compte, ils ne s'attendaient pas du tout, mais ils ont quand même réagi d'une façon prompte. C'est pour cela que face à l'avancée au niveau des pays tels que la Chine, l'Europe, l'OMS se disait qu'en Afrique, ce sera catastrophique. Bon, sauf qu'on peut dire que Dieu a été de notre côté. Les prévisions que l'OMS avait données n'ont pas eu lieu et Dieu merci, on ne veut même pas que ça vienne. Parce que si ça se réalise, nous n'avons pas les moyens nécessaires pour pouvoir gérer la crise comme les pays développés. Quand on parle bien sûr de ces manifestations à travers le monde entier, bien sûr, concernant cette affaire du noir américain qui a été assassiné, on peut parler également du Mali. On a vu ce début week-end ou bien week-end où on avait une manifestation monstre contre le pouvoir de Ibeka. Vous savez, des fois, il y a la maladie, mais quand les gens sont révoltés, ils oublient un peu de se protéger et ils sortent. Parce que ils trouvent la situation révoltante et ils sortent. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé pour qu'ils puissent manifester. Mais je me dis que peut-être que c'est un ras-le-bol qui a fait sortir les gens. Et ils ont même oublié qu'en sortant, ils peuvent être... ils se mettent dans une situation risquée de contamination. Donc, à un moment donné, c'est vrai qu'il y a la maladie, mais il faut sortir aussi pour pouvoir trouver satisfaction pour manger. Peut-être que ça ne va pas. Ouais. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé. Oui, c'est une manifestation qui a réuni
Et les leaders de la société civile, l'opposition, les religieux pensent que le pouvoir ne fait pas assez. Voilà un peu. Alors, on va, mesdames, messieurs, on va cette fois-ci jeter un coup d'œil sur ce qui a été publié à la date, bien sûr, du 8 juin 2020. Je veux parler, bien sûr, des statistiques, la situation dans tout son ensemble au Togo. Si vous nous choisissez que maintenant vous regardez votre émission sur l'actualité portant sur la maladie à coronavirus au Togo et à travers le monde entier, mon invité ce soir, Dr Nipé Lacté Adassou, elle est bien sûr médecin généraliste, directrice du district sanitaire numéro 4 à Lomé commune, bien sûr nous sommes, et les statistiques à la date du 8 juin 2020 se présente comme suit: 233 cas actifs, 251 cas guéris, 13 décès, avec 497 cas confirmés au total, pour un test total de 23 255 tests réalisés sur toute l'étendue du territoire national togolais. Un petit détail sur les chiffres qui ont été publiés: il faut dire que des 237 personnes testées sont positives, portant le nombre total de cas positifs à 497. Il s'agit donc de 2 voyageurs, dont un homme de 25 ans résidant à Goué et un homme de 45 ans résidant à Mango dans le district d'Oti. 3 nouveaux guéris ont été enregistrés, portant à 251 le nombre total de patients guéris de Covid-19 au Togo. Le nombre de décès reste inchangé à 13. Le nombre total de cas actifs est de 233, un total de 23 255 tests de laboratoire qui ont été effectués sur toute l'étendue du territoire national. Voilà un peu le tableau que présente bien sûr le Togo en matière de chiffres récapitulatifs à la date bien sûr de 8 juin 2020. Et ce qui est intéressant dans tout ce qui a été publié à cette date, c'est bien sûr la statistique concernant les cas guéris. C'est autour de 251. Ça dépasse largement les cas actifs. Oui. On peut dire qu'au niveau du Togo, il y a quand même le pourcentage de guérison est très bon par rapport à beaucoup de pays. Donc, cela est forcément dû à la politique du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Toute personne confirmée positive au Covid-19 est systématiquement mise sous protocole. C'est-à-dire que vous ayez des symptômes ou pas, on vous met systématiquement sous un protocole, le protocole que le Togo a adopté, ce qui réduit les risques d'aggravation de la maladie et aussi réduit les risques de propagation de la maladie. Donc, c'est des chiffres très bons. On peut être fier de nos chiffres. C'est féliciter les agents de santé qui sont sur le terrain et qui font un traçage de la... Une fois que quelqu'un est confirmé positif, ils font une recherche autour de cette personne pour prendre tous les contacts et les mettre en quarantaine. Une fois que ces contacts sont mis en quarantaine, cela casse la chaîne de transmission et c'est parmi ces contacts aussi qu'on a beaucoup de positifs. Donc voilà. Mais quoi qu'on dit, on est quand même content de ce que fait bien sûr les médecins, vous bien sûr, à ce que vous faites sur le terrain, mais n'empêche, on ne continue pas à enregistrer des cas au jour le jour. Oui, effectivement, la situation que vous aviez donnée, vous venez de donner, c'est la situation du 8, c'est-à-dire que lorsqu'on fait les prélèvements, il faut attendre 24 heures pour avoir des résultats. Et ces résultats, c'est les résultats des prélèvements du 7. Donc, à cette date du 9, on a déjà les résultats du 8 viennent de sortir et portent le nombre total de cas à 501. À 501 cas. Donc, il y a 4 nouveaux cas qui se sont ajoutés aux anciens. Oui. Et dans les 501, nous avons 260 guéris. Donc, 9 guéris de plus. Nous avons le nombre de décès est resté le même, Dieu merci. On espère qu'il n'évoluera plus.
mais nous avons eu 228 actifs. Donc, lorsqu'on prend le total, ça fait 501. Mais le nombre de guérisons est supérieur, vraiment supérieur au nombre d'actifs. Et le nombre de tests réalisés au total fait 23 501 tests. Alors, donc, c'est toujours avec la chloroquine, l'azithromycine que vous faites, bien sûr, le miracle. Hein? À part d'autres personnes qui traînent avec des pathologies que vous traitez, vraiment, à part le coronavirus, ça va. Hein? Oui, le Togo a adopté le protocole de l'association chloroquine plus l'hydroxychloroquine plus l'azithromycine. Mais n'empêche, il a également commandé le Covid organique qu'il veut tester aussi sur un certain nombre de malades de Covid-19. Donc, actuellement, je ne sais pas s'ils ont déjà commencé par utiliser le Covid organique, le produit de Madagascar, mais ce qui est sûr, la commande est faite et le lot est déjà arrivé au niveau du Togo. Donc, est-ce que ça a déjà commencé? Nous n'avons pas encore ces informations-là. Oui. Donc, voilà un peu. Hein. Oui. Entre-temps, on avait demandé à ce qu'on laisse la chloroquine tomber. Je me disais, ça fait grincer les dents. On a vu le Sénégal qui a pris position, qui dit, non, je continue parce que ça fait bonne affaire avec moi. Oui, vous savez, ce n'était pas le Sénégal seulement. Il y a de grands pays comme le Brésil chaque État est souverain. L'OMS donne son avis, mais chaque État est souverain. Vous êtes libre de faire ce que l'OMS dit ou pas. Donc, quand l'OMS a dit que non, ça ne répondait pas, certains pays ont dit qu'ils continuent. Donc, d'autres ont peut-être laissé, mais il faut reconnaître qu'après, il y a d'autres qui se sont... les auteurs de cet article dans le Lancet, 3 personnes se sont rétractées. Donc, bon, ce qui aussi prouve ce que vous venez de dire. Est-ce qu'on se demande qu'est-ce que l'OMS... Est-ce que... on fait quand même qu'il y a un bon travail qui est en train d'être fait, hein, globalement à travers le monde entier, surtout en Afrique, particulièrement en Afrique subsaharienne. On peut quand même pousser un ouf de soulagement au vu de la situation des divers pays. Le Togo, ça va. Oui. Le Bénin, bon, ça va. Le Burkina, le Niger, les pays qui nous entourent, en fait, ça va. Hein. Oui, c'est vrai que leur chiffre est élevé. Si on prend le voisin de l'Ouest, son chiffre est vraiment élevé. Oui. Mais il essaye quand même de stabiliser. Ils font beaucoup de tests pour pouvoir... Parce que plus vous faites les tests, vous détectez les cas positifs, vous les retirez de la communauté. Parce que s'ils sont toujours dans la communauté, ils vont continuer par propager la maladie. Donc, c'est ça qui est en train d'être fait. Quand vous prenez aussi le cas du Togo, quand on voit qu'une région, par exemple le cas de Kouvon, on a dépister tout le village. On n'a pas seulement dépisté les cas suspects, non. C'est tout le village qui a été dépisté et les cas positifs retirés. Donc, conclusion, c'est comme si on a éteint ce foyer-là. Donc, je crois qu'il y a un grand travail qui est en train d'être fait au niveau de tous les pays et on espère qu'avec la grâce divine, on ne va pas... L'OMS, les chiffres de l'OMS seront loin derrière nous et que pour une fois... nous ne serons pas les plus atteints. Oui. Parfait. On va commencer par prendre les questions-réponses. La série des questions-réponses est le moment. On prend la toute première question qui nous dit ce qui suit. Bonsoir, le plateau. J'aimerais savoir si le port de masque sur une longue durée est sans effet sur l'organisme, d'autant plus que le CO2 rejeté dans le masque est continuellement réinspiré. C'est Richard depuis Pagouda, oui, je vois, c'est un peu vers le Bénin. Oui. Dans la préfecture de la Bina. Voilà. Ça, oui. Bon, par rapport à la question qu'il pose, c'est vrai que quand on porte le masque, on a l'impression qu'on est un peu étouffé, mais vous savez, il y a certaines populations qui sont habituées avec ce port de masque. Quand vous regardez les pays de l'Asie, disons la Chine, il y a un pays, je crois, de la Corée, la Corée du Sud, oui. Ils sont tellement habitués avec le port de masque que je me dis que s'il y avait
une complication ou bien des effets qui peuvent être nocifs pour l'organisme, peut-être qu'il l'aurait su. Parce que c'est des gens qui sont tout le temps avec le masque. Ce qui a fait même qu'à leur niveau, on n'a pas eu les chiffres alarmants qu'on a vus au niveau de la Chine. C'est une situation que nous ne connaissions pas. Donc, actuellement, des études vont être faites pour voir est-ce que le port permanent du masque est nuisible pour la santé. Mais si on se fie un peu à ces peuples qui connaissent déjà depuis longtemps le port du masque, on peut avoir au moins confiance et essayer de porter ce masque souvent. Parfait, parfait. On évolue bien sûr avec la série des questions-réponses. La deuxième question tombée sur notre plateforme nous dit bonsoir la télévision New World Info. Je veux juste savoir si le Togo va ouvrir les établissements et surtout l'université. Bon, il y a des tractations qui sont en cours. Hein. Oui, il y a des tractations qui sont en cours. Vous savez, on ne peut pas ouvrir. Parce qu'il faut ouvrir. Parce qu'il faut ouvrir. Merci de m'avoir prêté le mot. On ne peut pas ouvrir parce qu'il faut ouvrir. Il y a un certain nombre de dispositions qu'il faut prendre et lors de la réunion de coordination au niveau de notre ministère, notre ministère est en coordination, si je veux, ils font des réunions avec, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation et de la Santé, font des réunions ensemble pour pouvoir voir dans quelle mesure ouvrir les établissements. Ce qui est sûr, ces établissements vont être ouverts. Mais il faut prendre un certain nombre de dispositions d'abord. On ne peut pas les ouvrir comme cela. C'est comme jeter les enfants dans... allez-y, oui, allez-y, tout simplement. Or, on connaît comment nos enfants, on connaît les effectifs pléthoriques, on connaît la situation de certains établissements. Il faut prendre des mesures d'abord. Je crois que c'est ces mesures qui sont en train d'être recherchées, les meilleures dispositions adaptées à notre contexte. C'est vrai, par exemple, la France a ouvert, mais ces classes. Mais le contexte de la France est différent de notre contexte. Donc, nous devons étudier aussi notre contexte avant de pouvoir ouvrir. Mais au moins, la bonne nouvelle, c'est que le ministère de l'Éducation dit qu'elle ouvrira quand même les établissements. Donc, sous peu. On a vu, hein, surtout avec la réouverture des classes au Sénégal, il suffit qu'on détecte 1-2 cas à la Casamance et puis, allez, on referme. On évolue avec des questions. Salut à tous. Quelle peut être la durée de l'immunité conférée par le Covid-19? Davison Delomé a posé la question. Oui. Au début, lorsqu'on disait que le Covid-19 était comme les grippes qu'on a l'habitude d'avoir, on se disait que celui qui a déjà souffert de Covid-19 a une immunité. Mais on s'est rendu compte qu'il y a certains qui ont été réinfectés. Donc on se pose la question, est-ce qu'on a vraiment une immunité? Ce virus est un virus en pleine étude. Cette maladie, c'est une nouvelle maladie et il faut du temps pour pouvoir apprendre à connaître toutes les facettes de la maladie. Donc, bon, vous savez, il y a certains qui ont été contaminés, qui sont guéris, mais qui ont refait la maladie. Est-ce qu'il y a immunité? Est-ce qu'elle n'est pas... en tout cas, actuellement, on a tendance à dire que la COVID-19 n'est pas immunisante. C'est-à-dire que le fait de l'avoir fait une fois ne t'empêche pas de refaire. Et quand tu refais, ça peut être encore plus grave que la première fois que vous l'avez fait. Donc, bon... on ne peut même pas parler d'une durée de l'immunité si on peut encore se réinfecter. Vraiment, avec cette maladie-là, on n'est pas à l'abri. Hein. Oui. Seuls les gestes barrières peuvent sauver. Hein. La question actuelle nous dit bonsoir, le panel, s'il vous plaît, docteur. Ne voyez-vous pas une manipulation des lobbies pour décourager le traitement à base de la chloroquine qui est moins chère à la place de la chloroquine que propose l'OMS? Christophe.
C'est la question. Oui, pour le moment, que propose l'OMS? L'OMS ne propose rien, seulement c'est qu'il alerte. Il alerte sur l'utilisation de la chloroquine. Mais au niveau de l'Afrique, nous, on a déjà utilisé la chloroquine et on connaît déjà ses effets sur l'organisme. Voilà pourquoi je crois qu'au niveau du ministère de la Santé et de l'hygiène publique, au Togo, ils ont préféré adopter ce protocole parce que bon nombre de personnes ont pris la chloroquine, on connaît les effets. Peut-être que c'est dans les pays où ils n'ont jamais pris la chloroquine qu'ils ont peur de tous les effets secondaires que cela peut donner. Donc, est-ce que c'est une façon d'aider les lobbying, comme il dit? Ça, je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, l'OMS dit ce n'est pas efficace, mais à chaque pays d'adopter son protocole. Bon, vous voyez le cas du Togo, malgré que l'OMS a dit ce n'est pas efficace, nous on continue avec la chloroquine. Et ce n'est pas nous seulement. Il y a d'autres pays aussi qui ont préféré continuer avec la chloroquine parce qu'ils ont de bons résultats. Et vous voyez les chiffres du Togo, on peut dire qu'on a de bons résultats. J'ai discuté avec monsieur. Mais ce n'est pas la chloroquine toute seule, c'est une association qu'on utilise, association hydroxychloroquine azithromycine. Et il faut préciser également que c'est une prise en charge holistique. Si la personne traîne d'autres pathologies avant d'être là, elle est prise en charge sur tous les points. Oui. Au fait, quand on dit le Togo a adopté un protocole de traitement, vous êtes confirmé, un cas confirmé. Mais vous avez d'autres pathologies que vous traînez. On ne va pas seulement vous donner le protocole à adopter, c'est fini, non. On doit prendre à charge également toutes les pathologies que vous traînez parce que c'est ces pathologies qui risquent de vous précipiter vers la forme grave. Donc, quand vous venez, que ce soit la fièvre, que ce soit la toux, que ce soit une allergie, que ce soit le diabète même, que ce soit l'hypertension, quelle que soit la maladie que vous traînez avant d'avoir ce coronavirus, on traite, on prend en charge tout cela et d'une façon gratuite pour permettre un prompt rétablissement de toutes les personnes contaminées. Parfait. On a évolué avec la série de questions et réponses. Bonsoir à vous. Merci pour l'initiative prise afin de nous orienter face au Covid-19. À part les gestes barrières, quelle lueur d'espoir avions-nous face à la pandémie? Merci. Oui, quelle lueur d'espoir. Il y a beaucoup de pays, même au niveau du Togo, tout le monde est en train de chercher la solution miracle. Mais seulement, lorsqu'on trouve un médicament, il y a des essais cliniques qu'il faut faire. Et cela prend du temps. Donc, vous allez peut-être voir que certains pays peut-être ont trouvé, mais ils ne peuvent pas mettre sur le marché le vaccin ou bien le traitement spécifique sans faire tous ces essais cliniques. Il y a des normes. Donc, on peut dire qu'il y a quand même une lueur d'espoir. Déjà, le respect des gestes barrières est une lueur d'espoir. Si on arrive à respecter les gestes barrières, c'est déjà quelque chose. En attendant que tous ces tests qui sont en train d'être réalisés au niveau des pays qui ont essayé de trouver certaines solutions tous ces tests puissent être faits et qu'on ait un résultat probant. Merci pour les explications concernant cette question. On évolue. Bonsoir toute l'équipe de la New World. Notre question est de savoir le pourquoi la situation de la maladie à Covid n'est pas publiée comme dans les autres pays. Nous pouvons avoir interview des cas actifs et des cas guéris. Nous pensons que tout cela permettra à la population une meilleure compréhension de la crise. Merci. Moi, je réponds, c'est pas à moi quand même de répondre, mais je vous réponds à la première manche, bien sûr, de la question qui consiste, bien sûr, la publication de la situation. C'est ce que nous faisons tous les jours dans cette émission. Oui. On le fait tous les jours. Oui. Peut-être que vous qui avez posé la question, vous n'avez pas peut-être prêté attention, mais on le fait au jour le jour. Et puis sur le site officiel, l'information est disponible en temps réel. Au plus tard, à 20h déjà le soir, vous avez une idée de la situation dans tout son ensemble au Togo. Oui.
Et vous savez, il y a certaines personnes qui ont été contaminées, qui sont guéries, qui veulent donner un témoignage. Mais seulement la stigmatisation à laquelle ils font face fait qu'ils n'osent plus sortir. Moi, j'ai vu un collègue qui a été contaminé, qui est guéri, qui est prêt à venir nous aider lors des briefings que nous faisons actuellement aux formations sanitaires privées pour que nous soyons au même niveau d'information. Mais quel sera le retour? C'est-à-dire, quelle sera la stigmatisation après? C'est ça le problème. Il y a eu des personnes que nous avons suivies qui ont été des personnes contacts, des cas confirmés. C'est-à-dire qu'ils étaient en contact avec un cas confirmé qu'on a hospitalisé au niveau du CHR. Ils étaient dans des maisons, mais après le suivi, malgré toute la communication qu'on a faite autour, malgré toute la sensibilisation pour dire à son entourage, il est guéri, ils sont chassés de leur domicile. On les fait sortir. Méchant, donc, on ne peut pas demander aux gens de venir à visage découvert. Commencez pas à parler simple. Lorsqu'on rend visite aux gens, la maison est doigtée et puis c'est fini, les gens. On avait eu un cas, peut-être que ceux qui sont là, même là. Alors que ce n'est même pas un cas même, c'est des contacts. Nous allons juste pour leur faire un suivi, pour que s'ils manifestent le moindre petit signe, qu'on puisse rapidement les soustraire de la population. Mais déjà, en dehors de cette maison, on dit « Ah, il y a coronavirus là-bas ». Alors que nous allons faire le suivi jusqu'à la fin et les résultats seront négatifs. Et après, lorsqu'ils sortent, on les fuit, ils sont devenus comme des personnes non grata. C'est difficile. Alors que, oui, donc c'est difficile de demander à ce que les gens sortent à visage découvert pour pouvoir témoigner. Mais bon, certains sont prêts à le faire. Oui. On a quand même vu d'autres lors de certaines interviews qui ont parlé, seulement qu'on a choisi cacher un peu leur visage pour qu'ils ne font pas l'objet, bien sûr, de discrimination, d'injures, ça et là. Mais ce qui est bizarre, c'est pas quand même une maladie honteuse. Normalement, ce n'est pas une maladie honteuse. De honte et autres. Il faut qu'on laisse les blagues à part et voyons autrement les choses. C'est l'occasion également pour les psychologues d'intervenir. Oui, vous savez, au niveau du centre de traitement, il y a les psychologues qui interviennent. C'est qu'ils ne peuvent pas être au niveau de toutes les formations sanitaires. Oui. Les formations sanitaires sont nombreuses et je ne suis pas sûre qu'ils pourront, le nombre pourra suffire pour chaque formation sanitaire. Mais il doit y avoir quand même des émissions. Je crois qu'il y a des émissions au cours desquelles on les invite et ils parlent. Mais bon, vous savez, combien de personnes suivent la télé, je ne sais pas. Donc, sinon, normalement, ces personnes... Il y a des gens qu'on a eu à interviewer. Oui. Mais la télé, c'est un média complet, comme on a l'habitude de le dire en journalisme. C'est-à-dire, il y a ce qu'on voit, la voix et tout. On ne peut pas quand même afficher les gens comme ça parce qu'on a envie de... Bon, voilà. Même dans les pays dits évolués, avant de montrer les gens, plusieurs paramètres sont pris en compte. Parce que tout est possible. On va prendre quelques nouvelles questions pour évoluer dans cette émission. Bonsoir, s'il vous plaît. Est-ce que nos décès ici au Togo étaient des cas graves? Oui, les décès au niveau du Togo, il y a certains qui étaient des cas graves parce qu'on ne les a pas vite dépistés. Ils ne se sont pas vite... ils ne sont pas vite allés vers un centre pour qu'on puisse les prendre en charge. C'est le lieu de dire à toute la population, une fois que vous sentez les signes, que vous avez des signes de la maladie à coronavirus, appelez le 111. Si vous n'arrivez pas à les joindre, peut-être allez vers un centre public le plus proche. Plus vous traînez parce que vous avez peur qu'on vous dise que vous êtes positif, plus vous traînez parce que vous avez peur d'être stigmatisé, plus la prise en charge traîne, vous risquez de mourir de cette maladie. Il y a certains qui avaient des facteurs de risque, des gros facteurs de risque, comme le diabète, donc un diabète qui n'était pas équilibré de tout, d'autres qui avaient certains tares.
certains tas qui les ont précipités vers la forme grave. Donc, mais il faut aussi reconnaître que il y a quand même un petit pourcentage de personnes qui n'ont aucun facteur de risque, qui sont jeunes, mais qui ont fait quand même la forme grave. Donc, c'est le lieu de vraiment aller d'une façon rapide vers les services de santé pour pouvoir être vite pris en charge, pour éviter de faire la forme grave. Parfait. La suite de cette série de questions-réponses, la nouvelle question nous dit: quelle est la position du Togo par rapport au vaccin anti-Covid? Pourquoi ne peut-on pas l'essayer sur les animaux? Le vaccin anti-Covid n'est pas encore au point. Mais pour rassurer le téléspectateur, vous savez, lors des essais cliniques, on commence toujours par les animaux. On ne commence pas à l'école, les cobayes. Oui, il y a d'abord les animaux, avant maintenant de passer à un échantillon un peu réduit d'hommes, d'humains, qui acceptent de se donner volontairement pour qu'on puisse tester le vaccin sur eux. Donc, la base, c'est les animaux d'abord. Une fois par exemple, des scientifiques disent « Ah, notre vaccin est au point », on ne l'injecte pas directement. On le teste sur des animaux dont le système est un peu proche de l'humain. Après cela, on passe à l'humain lui-même avant d'aller maintenant à grande échelle pour pouvoir vacciner tout le monde. Mais est-ce que le vaccin est déjà prêt? Est-ce qu'ils ne sont pas encore en essai clinique? Donc, bon, c'est les scientifiques qui sauront répondre à cette question. Nous prions que ça soit disponible d'ici la fin d'année. Hein. On espère vraiment. Ouais, pour éviter encore des morts en nombre au jour le jour. Oui. La suite, une nouvelle question nous dit: ce qui suit, bonsoir docteur, je voudrais savoir si Covid est une maladie de honte. Ah oui. C'est ce que nous disons hier. Oui, c'est ce qu'on vient juste de dire cela. Pourquoi une maladie de honte? Ce n'est pas une maladie de honte. Il y a certaines personnes qui, dans les pays développés, qui l'ont attrapé au supermarché. C'est-à-dire que quelqu'un est contaminé, il a toussé par mégarde dans la main, et en tenant, il tient un produit, il part, tu viens prendre et tu ingères, tu peux te faire contaminer. Donc, je ne vois pas la honte qu'il y a dans cela. Tu peux être en train de discuter avec ton ami qui est contaminé, surtout que dans le temps, il n'y avait pas le port systématique des masques. Et tu prends cette maladie, quelle est la honte dedans? Je ne sais pas. Ce n'est pas une maladie de la honte. Malheureusement, je ne sais pas pourquoi les gens font de la discrimination comme cela. Plutôt, nous devons être solidaires avec ceux qui sont atteints de cette maladie. Je ne vois pas vraiment la honte dans cette maladie. Pas vraiment, oui. Pas du tout. Hein. Il y a une question, il y a à peine quelques heures, nous étions hier, le 8, quand le gouvernement a fait sortir un communiqué, tout en disant que le couvre-feu n'est plus d'ordre, les barrières installées ça et là, c'est fini à partir de ce mardi 9 juin 2020. Et puis, il faut qu'on porte les masques maintenant pour quand même se protéger. Il y a une question qui revient. Est-ce qu'on n'étend pas vers la flambée de nouveaux chiffres, bien sûr, au niveau de la coordination, si on voit ce qui se fait, ce qui se passe dans d'autres pays? Oui, je crois que lors des couvre-feux, nous avons eu le temps d'apprendre de maîtriser les gestes barrières. Maintenant que le couvre-feu a été levé, si nous continuons dans cette bonne lancée, ça peut ne pas entraîner une flambée des cas de coronavirus. Tout simplement parce que maintenant, le port de masque est obligatoire, même si nous sommes dans un moyen de déplacement en commun, tout le monde a son masque. Cela retient déjà les gouttelettes salivaires lorsque nous parlons.
dans les lieux où on se retrouve à 2, 3, cela retient les gouttelettes salivaires respiratoires qui peuvent contaminer l'autre. Donc, chacun a eu au cours de ce moment de couvre-feu, de confinement, de semi-confinement, parce qu'on n'était pas en confinement total, de semi-confinement, à mettre des dispositifs de lavage des mains. Moi, je suis vraiment étonnée. Au tout début, au niveau des centres de formation sanitaire, tu dois forcer les gens d'abord avant de laver les mains. La dernière fois, je voulais sortir, je venais, mais la personne, il vient, il dépose son sac lui-même. Il n'y avait pas d'agent de santé à côté, mais il a commencé par laver les mains. Je crois que cette période nous a permis de maîtriser des gestes barrières. Et si on lève le couvre-feu, ça ne veut pas dire qu'on lève les gestes barrières. Il faut qu'on continue par les respecter et qu'on ajoute maintenant le port systématique des masques. Lorsque nous sortons, on ne nous dit pas de porter le masque à la maison. C'est lorsque nous sortons et il y a possibilité d'être en groupe. Oui, le port de masque est important. Lorsque je suis peut-être seule dans ma voiture, climatisée, fermée, je peux mettre le masque à côté. Mais une fois que je sais que je vais aller en contact avec d'autres personnes, il faut que je porte le masque. Si chacun porte son masque, même si ce n'est pas des masques réglementaires, des masques qui protègent à 100%, le risque est vraiment réduit. Le risque est vraiment réduit. Quelqu'un m'a donné un exemple ce matin, c'est comme si on a fermé un chien dans un enclos et pendant des jours durant, et on lui donne la chance de sortir maintenant. Allez, c'est parti. C'est vrai. Avant, déjà, même quand on a repoussé le couvre-feu à 22h, on a recommencé par voir, bien qu'on n'a pas dit au bar d'ouvrir, on a recommencé par voir des attroupements. Mais je crois que c'est une histoire de responsabilité. Nous devons être responsables face à cette infection. Et si on lève le couvre-feu, ce n'est pas qu'on a levé les gestes barrières. Bon, nous pouvons vaquer à nos occupations nocturnes, mais essayons vraiment de respecter ces gestes barrières. Et cela peut nous aider à ne pas être contaminés et augmenter ainsi les chiffres des contaminés au niveau du Togo. Docteur Lacté Adassou, c'est déjà la fin. Oui. Je crois que s'il y a un dernier mot que je dois placer, c'est que, comme nous l'avons déjà dit, nous sommes obligés de vivre avec cette maladie. Et le plus important, c'est de vivre avec cette maladie sans en mourir. Et pour cela, le respect des gestes barrières est très, très important. On prie que d'ici peu, comme vous l'avez souhaité, au moins jusqu'au mois de décembre, qu'on ait un vaccin. Oui. Mais pour le moment, respectons les gestes barrières, portons un masque systématiquement lorsque nous sortons. Et je crois qu'avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer. Oui. Merci beaucoup, docteur Nipé Lacté Adassou. Vous êtes médecin généraliste, directrice du district sanitaire numéro 4 à Lomé commune. Vous transmettez toutes nos salutations à votre équipe. Merci beaucoup. Nous aussi, nous vous remercions pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci. Oui. Et c'est également l'occasion de saluer tous ces acteurs de la santé qui travaillent d'arrache-pied pour endiguer une fois la maladie à coronavirus devant une équipe devant laquelle se trouve le chef de l'État même qui coordonne le tout avec la cellule de coordination, le professeur Djibril, docteur Majesté, Adjo, et le SG du ministère de la Santé, docteur Aoussi Sossinou, et à toute l'équipe qui travaille de Saint-Cassé à Djan-Cassé. Vous avez été très nombreux à nous suivre. Très bonne suite de nos programmes à vous tous et que la protection divine soit. À très vite.